Alors, au tout début, nous avons sœur Pierrette Bertrand, oblate franciscaine de Saint-Joseph. Elle a été enseignante de profession, missionnaire au Tchad pendant 15 ans et de retour en pastorale scolaire au centre-sud de Montréal et active dans les camps de jeunes au niveau secondaire et cégep. En service à la CRCQ comme responsable de la formation permanente des responsables des congrégations religieuses. Depuis plus de 20 ans, membre de conseils d'administration, d'organismes communautaires et d'associations de défense des droits des femmes. Actuellement, animatrice générale de sa communauté, militante pour la justice, la paix et l'environnement. Dans le quartier qu'elle habite, sa prédilection va vers la rencontre des cultures et des religions pour un vivre ensemble harmonieux. Pierrette, si tu veux t'avancer, merci. Oui. Il y a avec sœur Gabrielle Servant de la même communauté. Gabrielle. Je croyais que c'est elle en premier, je suis désolé d'interrompre. Ah, OK. Ah, ben... c'est pas grave, c'est pas grave. Des petits détails techniques. Gabrielle a été missionnaire au Tchad pendant 18 ans. Gabrielle est infirmière de profession. Elle a été envoyée à Guidari, au Tchad, pour développer un centre de santé, dispensaire, maternité, centre pour hospitalisation. Elle a travaillé à former des infirmiers de brousse. À son retour au Québec en 1993, elle a fait une année d'études à l'Université de Montréal en théologie pastorale. En 1994, elle est embauchée à l'infirmerie des Sœurs de la Providence, une infirmerie intercommunautaire. Elle est actuellement au service des médecins pour assurer les rendez-vous des malades aux divers hôpitaux de Montréal, organiser leur transport et être le lien avec les hôpitaux lors de cas complexes. En juin 2024, elle célébrait 31 ans de service aux malades du Carrefour Providence. Bravo, Gabrielle, c'est beau. Félicitations. Merci. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Merci de l'invitation. Dans le cadre de la semaine missionnaire, c'est fort intéressant et on relie en même temps l'invitation du diocèse de Montréal à aller aux périphéries, au synode qui nous envoie en mission également. Alors, la communauté des Oblates franciscaines de Saint-Joseph n'est pas strictement une communauté missionnaire chez nous, mais missionnaire ailleurs pendant plusieurs années. Nous avons œuvré au Tchad pendant 25 ans, appelés par les Capucins pour les besoins précis. C'était d'abord pour l'éducation des filles et des femmes. Ensuite, dans un autre coin du Tchad encore, pour les soins, pour ouvrir un service de santé. On a travaillé aussi dans les mouvements de jeunes. On a travaillé pour la catéchèse. C'était le travail qu'on a fait pendant ces 25 années. La supérieure du temps avait dit, nous ne sommes pas missionnaires à l'étranger, mais nous pouvons rendre ce service-là. Aujourd'hui, on est tous revenus et on œuvre quand même en lien avec les sœurs franciscaines de Dounia, qu'on soutient, et les sœurs au Congo avec les sœurs de cette famille de Bordeaux. Cependant, comme baptisées et religieuses, nous sommes toutes appelées à être des missionnaires, c'est-à-dire porter l'Évangile aux périphéries. Et ces périphéries-là sont chez nous maintenant. Ça n'exclut pas l'extérieur, l'international, mais maintenant, nous œuvrons ici en mission au Québec. Évangéliser, disait un évêque français, c'est transformer dans la charité les contraintes dans lesquelles nous pouvons nous trouver, non pas comme une contrainte, mais comme un don de communion. Alors, le phénomène migratoire est devenu un défi social et un défi religieux, spirituel. Les Oblates tentent de le relever dans la mesure de leur capacité depuis 2012 avec la guerre en Syrie. Nous sommes dans un quartier multiculturel, multireligieux. Alors, on nous demandait de les aider. Les Syriens étaient très nombreux. On nous demandait de les aider à faire venir leur famille. On a commencé par se refuser. On disait qu'on ne connaissait rien du parrainage.
Alors, on a demandé à une de nos employées d'aller regarder ce que c'était et elle est devenue, avec des études, consultante en immigration. Alors, on a travaillé ensemble depuis ce temps-là. Bordeaux, Cartierville, comme je disais tantôt, est à 75% composé de gens de première et de deuxième immigration. Alors, on fait partie, nous autres, de la petit nombre partout. Si on prend l'autobus, on peut être toute seule dans un autobus qui est rempli de gens d'ailleurs. Il y a 2 mosquées, donc sur le territoire de la paroisse qui n'est pas tellement grande. Donc, l'interfoi nous interroge aussi. On a également 3 églises catholiques, une anglophone, 2 francophones, et 7 églises du Moyen-Orient, une église copte, puis quelques églises évangéliques et protestantes. Alors, l'aspect religieux est très présent, mais très diversifié. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à l'immigration? Je dirais, à compter de 2011, on a commencé à s'initier à ce que c'était que le parrainage. Alors, à ce jour, 125 familles, c'est-à-dire 500 personnes, ont été parrainées, dont 12 familles sont encore en attente. Et de plus en plus, l'immigration, le parrainage, je dirais, c'est très mal organisé. On est rendu à dire maintenant que on tire des noms pour savoir qui aura la chance de venir. Alors, vous imaginez un petit peu sur les populations qui étaient choisies, comment est-ce que ça peut être frustrant. Et je vous dis, le nombre de familles encore qui sont en attente, ça fait déjà 4 ans qu'elles attendent. Donc, on a décidé que pendant ce temps-là, il y avait du monde qui arrivait par le chemin Roxham et qui arrivait aussi par l'aéroport de Montréal. Alors, on laisse le parrainage se terminer, je ne sais pas trop quand, avec les familles qui ne sont pas encore là. On avait parrainé particulièrement des Syriens, aussi des Africains et quelques familles musulmanes, dont on connaissait ici les gens avec lesquels on collaborait déjà. On n'a jamais travaillé toute seule. Nous travaillons toujours avec des laïcs, et ça depuis les débuts de la communauté. On n'a jamais été très nombreuses, donc la fondatrice disait au départ, travaillez avec les laïcs, ils ont le même baptême que vous. Donc, on est constamment en réseau avec les personnes des laïcs et c'est ce qui nous permet d'aller au bout de nos capacités comme missionnaires. On travaille aussi en collaboration avec des organismes qui, par exemple, s'occupent de la nutrition, qui nous envoient des provisions de légumes, de fruits et qui sont aussi à distribuer. On se charge de faire la distribution. Il y a un Syrien qui vient chercher les provisions chez nous puis qui les distribue à 10 familles. Ça, c'est d'une façon régulière. Gabi travaille beaucoup en collaboration avec la friperie Émilie, qui est une œuvre des Sœurs de la Providence. Mais alors, pour le transport, elle vous expliquera si ça vous intéresse, là, tantôt. Alors, surtout le transport de tout ce qui est attribué. Et maintenant, nous attendons encore les familles, si elles finissent par venir. Mais l'évolution du phénomène migratoire a fait que maintenant, après que le parrainage a été au ralenti, c'est des gens qui sont arrivés par le chemin Roxham pendant quelques années. Et il faut connaître le périple qu'ils ont à faire pour arriver. Et c'est des mois et des mois de marche dans les montagnes et dans les traversées des rivières. Ils aboutissent après ça au Brésil. Du Brésil, ils s'en vont aux États-Unis. Et c'est un long, excessivement long chemin. Alors, quand ils arrivent ici,
il leur reste quelques dollars dans les poches et une recherche de logement incroyable sans avoir droit, la plupart du temps, pendant des mois, à des papiers pour être capable de travailler ou d'être reconnu, pour être soigné, ainsi de suite. C'est un travail, ils sont excessivement éprouvés. Ceux qui arrivent maintenant que le chemin Roxham est fermé et qui arrivent par l'aéroport, en arrivant, ils se déclarent comme des personnes qui sont en réfugiés, mais réfugiés protégés. Ils déposent un papier et à ce moment-là, ils ont une espèce de je dirais, un certificat reconnu comme réfugiés protégés. Ça veut dire que le gouvernement les reçoit à l'hôtel et pendant 1 mois, gratuitement, mais c'est l'État qui paye, c'est sûr, pour qu'ils aient le temps de se trouver un logement. Et avec, on connaît ce que c'est que se trouver un logement actuellement. Donc, ils sont extrêmement en difficulté quand ils sortent de là. Et c'est là que le nom de Gabi est connu comme Barabbas dans la Passion. Elle dit des fois, quand ils appellent chez nous, ils disent, où est-ce que c'est? Gabi leur demande, mais où est-ce que vous avez pris mon nom? Ah, quand je suis sortie au métro, on a demandé où est-ce qu'on pouvait avoir de l'aide. Alors, elle va vous dire de quelle aide elle répond. Alors, moi, depuis 2012, quand nous avons commencé le parrainage, je me suis occupée d'organiser leur loyer. Alors, on était responsable d'eux pendant 1 année. Alors, j'étais du côté des loyers, leur donner, demander, voir, trouver des meubles, l'électroménager, la literie, la vaisselle, tout ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et on a été chanceuses parce qu'on a des communautés religieuses qui ont fermé des maisons et ils nous ont offert leurs meubles. Excuse-moi, il y a entre autres les sœurs les FMM. Les FMM qui ont été très généreuses envers nous. C'est incroyable quand elles ont fermé leur lit. Merci beaucoup. Alors, ça nous a aidés à commencer et ça s'est toujours dit de bouche à oreille. Alors, on a aussi des personnes âgées qui quittent leur maison pour aller dans des foyers, dans des centres pour eux autres. Alors, ils nous donnaient tout ce qu'il y avait dans leur maison. Ils disaient, venez chercher chez nous. On a un sous-sol chez nous, c'est plein présentement. On a reçu beaucoup. On a un peu de tout. Alors, on est des deux aussi, on collabore avec la friperie Émilie qui est à Cartierville pour le transport. On va chercher les meubles, on va chercher les choses. Mais quand les gens viennent pour chercher leurs affaires, on s'arrange pour qu'ils collaborent un peu eux autres aussi. On leur donne beaucoup. Alors, ils s'organisent pour trouver le transport puis venir chercher. Ils sont tous très reconnaissants, ils sont très heureux. J'en ai reçu depuis le mois de juillet jusqu'à présentement à peu près 25 familles que j'ai aidées, qu'on a donné ce qu'on a. Hein. Le surplus, bien, ils se débrouillent, mais on a reçu beaucoup. On a aussi un travail en lien avec les écoles. Au début de l'année, on aide les écoles avec les sacs à dos, les vêtements d'hiver pour les familles les plus pauvres autour de chez nous. Hein. Et avec la corbeille, comme Pierrette disait, à tous les jeudis, on reçoit des fruits et des légumes qu'on partage. Il y a comme un de nos immigrants qui vient chercher la grosse partie pour 6 familles et nous, on va distribuer pour le reste dans notre quartier, celles qui n'en ont plus besoin. Comme je disais, on demande la participation un peu des gens. On leur donne gratuit, mais il faut qu'en retour, qu'ils fassent leur part. OK? Puis ici, nous sommes devenus aussi pour eux autres comme leur famille. Ils nous invitent,
il y a un événement dans leur famille, il faut y aller. Ils nous apportent de la nourriture, souvent les fins de semaine. Faites pas le souper, on va aller vous le porter. Encore aujourd'hui, ça existe, là, depuis 2012. Et on participe aussi quand il y a une naissance, il y a les baptêmes, les anniversaires. Il y a aussi dans la maladie, dans la mort, on a eu 2 familles qui sont décédées. Alors, on collabore avec eux autres, on est avec eux autres. C'est comme nos familles. À Noël, à Pâques, on fait des réunions dans le sous-sol de Bordeaux-Cartierville. On les invite, on fait des repas ensemble. Et puis, on est tellement heureux, ça fait tellement plaisir de voir ces gens-là heureux. Ils sont reconnaissants, c'est pas possible. Ils ne finissent plus de nous dire merci, ils reviennent nous rencontrer de temps en temps. Il faut savoir comment ça va. C'est vraiment, je pense que c'est une belle réussite qu'on a fait de vouloir commencer ce pèlerinage, ce parrainage-là. C'est une grande famille, c'est ce que je retiens. On a vécu ensemble des moments de joie, des moments de peine, parce qu'il y a des épreuves à travers tout ça. L'aspect spirituel est chez eux très marqué. Si ils sont là, c'est que Dieu les a protégés, Dieu les a aidés. Ils sont très croyants. Alors, on a des fêtes, mais toujours avec un aspect qui est relié à leur spiritualité. La différence est grande au niveau de la pratique religieuse, mais comme je vous disais, il y a peut-être, pour un milieu qui reçoit ces gens, il y a aussi des problèmes. Parce qu'en fait, on leur a offert une Église nationale. C'est excessivement heureux pour eux, mais peut-être que c'est un point de, je dirais pas de division, mais l'unité est difficile à faire. Parce que chacun a son Église. C'est là que se pratique la religion, parce que c'est la religion à l'Église. La question qu'on essaye, nous autres, de travailler davantage, c'est plus la question de foi. Dépasser ce qu'est la messe, les sacrements, et essayer de garder des moments de rencontre avec le Seigneur, ton expérience spirituelle. Et je dirais, avec la mosquée, on a aussi des rencontres. On a la chance, étant donné que nous avons une employée chez nous qui est devenue consultante, elle est marocaine, musulmane. Je ne vous dirai pas que les premières années, ça a été facile. Il y a eu des chocs à certains moments, mais elle savait qu'elle venait dans un milieu religieux et que pour nous, elle aurait des textes d'évangile. Elle verrait le crucifix dans la maison. Alors, on avait mis les choses claires. Et elle a été très respectueuse de tout ça. Et c'est une femme d'une belle valeur, très ouverte aux chrétiens. Les chrétiens ne font pas la différence. Ils vont l'embrasser. Akima, c'est celle qui les a accompagnés dans leurs papiers, ainsi de suite. Et on a dû aussi regarder pour l'intégration. Ça faisait partie de notre responsabilité de les intégrer, de les aider à s'intégrer. Alors, on a fait des fêtes, on a pris, des voyages en autobus pour essayer de connaître les différents lieux religieux au Québec. Dans le social, aller à Québec au Parlement, visiter, et c'est la fête. Quand on sort, c'est la fête. Les sanctuaires, les lieux de la mairie, ainsi de suite, pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont au Québec. Mais très souvent, ils sont au Canada, parce que c'est le Canada qui les a reçus. Alors, on est rendu, là, quand viennent les élections, faire la différence entre ce qui est le Québec puis ce qui est... C'est intéressant, c'est très intéressant. Comme disait très bien Gabi tantôt, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Qu'est-ce que c'est que tu avais ajouté, peut-être, quelque chose? Comme j'ai dit, le fait que nous autres, pour moi,
c'est un plaisir encore plus qu'eux autres de recevoir. Voir la joie de ces gens-là. Encore hier, là, ils sont venus chercher. Là. Merci, merci. Ils finissent plus, puis ils nous apportent un petit cadeau. Il faut nous remercier. Juste aller voir heureux. Moi, je suis payée. Je suis comblée. Ouais. Quels sont les fruits de nos engagements? Je passe encore 2-3 minutes. Oui. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça nous apporte spirituellement ou, psychologiquement? Puis qu'est-ce que ça apporte à la communauté? Je dirais, ça fait tomber des préjugés. Quand on les rencontre, on réalise que nous sommes tous et toutes sœurs et frères. En humanité, on a les mêmes aspirations, on a les mêmes problèmes également, les mêmes doutes, ainsi de suite, et on les regarde de façon différente. Ce sont des gens qui échappent à des difficultés très grandes chez eux. C'est la guerre, c'est les persécutions religieuses, c'est l'impossibilité de... Ils viennent pour leurs enfants. Alors, l'impossibilité de donner un avenir heureux à leurs enfants. Ça compte pour beaucoup. Mais ils ont beaucoup d'efforts à faire parce que la langue française n'est pas facile à apprendre. Et heureusement, il y a des cours de français, mais ça prend... Quand on est rendu comme parent à 50 ans, puis 60 ans, c'est pas simple. Qu'est-ce que ça fait en même temps, je dirais? Ça nourrit notre prière. Ce sont des visages, des personnes rencontrées avec leur... Hier encore, on a une femme qui vient pour le ménage, pour l'entretien, une fois par semaine. Et elle est arrivée depuis 2 ans. Elle est haïtienne. Alors hier, quand je lui ai donné, parce qu'on aime les payer plus vite qu'attendre à la fin du 15 jours, on lui donne quelque chose parce qu'elle a besoin, elle a 2 enfants, elle a besoin de manger, elle a besoin de... Rien que les loyers, là, vous savez, ils ont beau avoir une aide sociale, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous recevez très peu de l'aide sociale? Heureusement, ceux qui ont des enfants ont l'allocation familiale qui peut donner... mais que le loyer, ils sont dans un sous-sol. Je parle de Gina, là, qui travaille chez nous, dans un sous-sol avec une seule fenêtre, un 2,5, 2 enfants, l'homme et la femme, et ça lui coûte presque 1 000 $, 900 quelques. Alors, imaginez ce qui peut rester pour se nourrir, ainsi de suite. Alors, elle disait, quand je lui ai donné l'argent, elle a dit, je pars tout de suite porter ce que j'ai reçu, parce que la semaine dernière, on est en lien avec la prison de Joliette, la prison des femmes, et ils nous apportent à la Noël, au début de l'année, à Noël, puis durant le Ramadan, ils apportent des denrées. Puis des conserves, des choses, des pâtes, ainsi de suite. Elle dit, j'ai ramassé ce qu'ils nous ont apporté parce qu'on avait privilégié 5 familles qui sont venues chercher les choses. On avait fêté ensemble. Alors, elle dit, je m'en vais cet après-midi porter les denrées que j'ai reçues hier, les habits que j'ai recueillis pour ma mère, et je vais ajouter ce que vous me donnez aujourd'hui, parce que chaque fois qu'elle vient, on ajoute toujours. Elle dit, là, je vais porter ça à une amie qui s'est mise avec d'autres pour envoyer un conteneur en Haïti. Et dans 1 mois, ma mère aura de quoi manger plus régulièrement. Ça attire les larmes, c'est incroyable. Alors, on est la communauté sensibilisée au fait, parce qu'il y a beaucoup de rencontres. Ensuite, je dirais, ça a revitalisé la mission dans la communauté. Tu peux participer, on est peut-être celles qui avons encore la santé là, pour être plus actives, mais chacune dans son milieu trouve des moyens d'entrer en contact avec ces gens-là, avec les écouter, c'est important. Essayer de voir quels sont leurs besoins. Je dis, ça répond à l'appel de l'Église, puis on est en temps de synode, on a le lancement de l'année, aller aux périphéries. Les périphéries sont chez nous.
Ça développe des liens aussi avec les organismes communautaires. Parce qu'on ne travaille jamais seul, on est toujours en lien avec... Il y a 25 organismes communautaires dans notre quartier. On est privilégiés. Alors, les mettre en lien avec là où ils peuvent aider là, pour différents besoins matériels, mais aussi psychologiques, spirituels. Et nous autres, bien, ça nous insère drôlement dans le quartier. Dans le quartier, tout le monde connaît les Oblates. C'est pas pour la popularité, mais c'est la chance que ça nous donne. Alors, on réalise la devise de la communauté « Aimons par les œuvres et dans la vérité ». Une phrase de Saint Jean. Voilà. Très, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Sœur Pierrette ou Sœur Gabrielle? Questions, commentaires? Oui, Julie? Vous avez parlé tantôt d'Église nationale. Moi, c'est la première fois que j'entends le terme et je veux savoir c'est quoi exactement? La plupart des gens qui sont arrivés depuis peut-être 10-15 ans, le diocèse leur a permis d'avoir leur église. Ce sont souvent des églises catholiques qui ont fermé et qui leur sont données ou vendues à un prix. On en a vendu chez nous aussi. On avait 5 églises, puis il nous en reste 2. Alors, il y en a 3 qui ont été données ou vendues à des groupes. Par exemple, à l'Église évangélique, c'était donné à d'autres groupes. Il y a d'autres qui ont bâti leur propre Église et, je dirais, leur vie, la religion, ça se passe là leur fête, et nous autres, bien, ça nous intègre aussi dans ces églises-là. Mais quand je disais tantôt, c'est aussi un frein à l'unité. Il faut essayer, d'à travers ça, être capable de les retrouver ailleurs. OK. Il y a le cardinal Turcotte qui disait ça quand il était à la tête du diocèse, que les églises nationales n'étaient pas tournées pour partager avec d'autres. C'était souvent des oasis de culture fermées sur elles-mêmes. Tu sais. Et puis il trouvait ça dommage. Et tu as raison. Et la difficulté de faire se rencontrer les différentes cultures et quand on est l'Église haïtienne, par exemple, l'Église espagnole, latino, là, elles fonctionnent, ça fonctionne très bien, mais... Ça fonctionne au niveau du culte, puis je rajouterais à ça au niveau social. De sorte que pour les retrouver en dehors des besoins, leur vie sociale se passe là. Pendant la messe, je remarque, par exemple, chez les Melkites, les gens remplissent la cathédrale Melkite sur l'Acadie, mais pendant la messe, ils se promènent, saluer les gens. Bon. L'Église catholique chez nous, les gens se promènent, vont allumer des lampions, ils vont voir les bébés la petite part à 2 ans, court partout dans l'Église. N'importe qui la ramasse, puis ils vont la porter aux parents. C'est différent. Mais les rejoindre en dehors des églises, là, ça, c'est un tour de force. On a la chance, nous autres, puisqu'ils ont des liens de parrainage, c'est plus facile. Alors, on essaie d'investir beaucoup là-dedans. Pierre Tarantes. Oui, justement, Pierrette, ça fait un peu suite à ce que tu viens de dire. D'abord, félicitations, je suis touché, c'est une œuvre magnifique. Mais on sait à quel point vous êtes en lien avec plusieurs cultures. Il y a plein de codes culturels, il y a plein... Est-ce qu'avec le temps, c'est quelque chose qu'on développe, une espèce d'habilité de comprendre, de lire? Parce qu'au début, ça doit être un obstacle, un peu. Bien, c'est là que je dis, il y a des préjugés qui doivent tomber, d'abord. Et puis, deuxièmement, le respect des cultures, c'est primordial. Alors, comment, quand tu fais telle chose, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi tu fais comme ça? Puis, on rit à travers, par exemple... Je regarde des fois, on mange ensemble, puis on vient de chauffer un plat,
Et la fille, ensuite, vient le temps de... Elle va sortir du... comment on appelle ça? Elle va sortir tout ce qu'il y a dans pour réchauffer les... le four. Elle va tout sortir pour tout laver. Mais j'ai dit, écoute, tu ressembles à un raton laveur. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? On a du plaisir régulièrement. Et ce sont des gens qui sont vraiment généreux. Quand je dis, c'est le couple souvent qui s'investit. Vous avez besoin de ceci. Non, on va y aller, on va le faire pour vous. Mais il faut entrer, il faut respecter. Je pense que c'est le défi du synode actuellement, là, d'arriver à faire l'unité dans la diversité. Parce que des fois, ça serait choquant. On pourrait se tirer les cheveux, mais on essaye de dire, même avec les musulmans, vous allez peut-être en douter, mais c'est excessivement le cas avec la mosquée. On a 2 mosquées. Il y en a une qui est très collaborative. L'autre est plus sur le respect des différences. Et les deux ont leur raison d'être. Je pense, par exemple, à un petit garçon qui est arrivé, puis qui était d'âge scolaire. Il avait 7 ans et il voulait aller à l'école, mais il faisait le cancer. Chaque matin, le papa le prenait dans ses bras. Il allait le monter au 2e étage à l'école et il allait le chercher au bout d'1 heure parce que le petit n'en pouvait plus. Quand il est décédé, c'est une de nos employées qui parle arabe. On est obligés, nous autres aussi. Hein, on a une employée haïtienne, on a une marocaine, on a une autre qui est libanaise, parce que j'ai pas appris l'arabe. Hein? Alors, il fallait, au niveau de la réception, d'avoir... Et on mange ensemble le midi. Et c'est des dialogues extraordinaires. C'est d'une richesse. Moi, je remercie le Seigneur que la fondatrice a dit un jour travailler avec des laïcs. C'est, je dirais, la conseillère a une laïque avec elle, ainsi de suite. Alors, ça permet des échanges puis des entrées partout. Quand on va à la... Comme l'histoire d'un petit garçon. Tu ne l'as pas complété, l'histoire. Ah oui, le petit garçon, oui. Le petit garçon, quand il est décédé, qu'est-ce qui a été fait? Le papa du petit garçon a téléphoné à Kima, qui s'occupe des immigrants pour les papiers. Les autres, on prend une autre partie, là. Et ils ont dit, est-ce que tu veux aller... D'abord, ça a commencé avant qu'il meure. Il est allé mourir à Sainte-Justine. Et c'est elle qui l'a accompagné parce qu'il ne parlait pas français. Donc, pour être capable de communiquer, être une présence, c'est elle qui l'a amené ensuite, qui l'a accompagné quand il est allé à la mosquée parce qu'ils ont un rythme. C'est elle qui a fait tout l'accompagnement. C'est extraordinaire, les liens que ça forme. Et les liens... aujourd'hui encore, on avait une petite fille qui avait toutes les dents carriées. Elle avait 5 ans. Ils l'ont envoyée à l'école, puis elle ne fonctionnait pas, la petite. Le voisin, qui parlait français, parce que j'étais un Tchadien, la famille dont je vous parle, la petite fille, elle était tchadienne. Et alors, le voisin, qui était d'une autre race, l'a amené la maman chez nous avec la petite fille pour nous dire qu'est-ce qu'on fait avec notre petite fille. Elle pleure. La petite dormait quasiment dans les bras de sa mère tout le temps. Regardez ça, puis il y avait quelque chose qui n'était pas naturel. Qu'est-ce qui se passe? La maman, pour la soigner, parce qu'elle n'avait pas de l'autorisation de faire soigner sa fille dans nos hôpitaux, elle lui donnait des Tylenol pour enfants. Bon. Elle en prenait tellement que la petite tombait partout. Alors les gens, les éducateurs disaient « Oh, certainement qu'elle est débilie, cette fille-là, elle ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas travailler avec elle. » Alors, le monsieur a dit « Êtes-vous capable de faire quelque chose pour elle? » Heureusement, on a des entrées un peu partout. Alors, on a été capable de lui trouver un dentiste pour les enfants qui a tout refait sa dentition. Elle était à l'âge où les 2e dents commençaient à pousser. Après ça, psychologiquement, ça avait l'air difficile. Elle s'exprimait pas.
Alors, on l'a envoyée pour qu'elle soit accompagnée. Ça a pris 2 ans. On l'a suivie tout le temps. Et il y a 2 ans après, la mère arrive à la porte avec la petite qui a grandi. Puis elle lui dit, regardez la petite fille qui est votre petite fille à vous aussi. Une belle fille capable de travailler, mettre à l'école, d'être aidante partout, d'avoir des amis. Et la petite parlait très bien français. La maman ne l'avait pas appris le français. C'est la petite qui traduisait. Mais c'est touchant, c'est incroyable. La mort, quand vient la mort, c'est terrible aussi parce que souvent, ils sont dans un hôpital où les infirmières ne parlent pas le français. Alors, ils viennent nous dire, est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un qui va l'accompagner pour que quand le médecin vient, qu'il soit capable de traduire ce qu'il ressent, ainsi de suite. Quand ils meurent, ils viennent nous dire, comment est-ce qu'on fait maintenant? On va avec eux chez la maison funéraire pour... Quand ils disent, l'embaumement, un cercueil, il faut encore aller dans nos églises, mais on n'a pas d'argent. Il y a un monsieur qui a dit, est-ce que je vais jeter mon père à la rue? J'ai pas l'argent pour le faire. Alors, on essaie de chercher que son église lui charge rien, qu'il soit capable de faire ce choix généreux. C'est des moments difficiles qui nous font grandir, nous autres aussi. Merci. Juste une dernière petite chose. Brièvement, Pierrette, tu me parlais tantôt que vous allez vendre votre maison, mais il y a une suite à ça, je crois, parce que suite à votre mission. Oui, on a appris hier que la Ville avait accepté, on savait que la Ville avait accepté le projet. C'est la maison qui est le siège social de la communauté sur la rue Bois-de-Boulogne. On est là depuis 1949, à l'hôpital, la maison mère, le CLSC, tout se suit. Et il y a une fondation, la Fondation Papillon, je vous le dis à vous, qui s'occupe des enfants handicapés. Alors, ils cherchaient un endroit depuis 4 ans pour que ça soit assez grand pour ajouter 40 chambres et recevoir non pas rien que les enfants, mais les adolescents là, qui sont handicapés, mais qui ont encore la capacité de fonctionner assez normalement. Et leur place n'est pas dans un CHSLD. Avoir une chambre puis subir tout ce qu'il y a là. Alors, ils veulent organiser un lieu de vie pour qu'ils puissent être heureux. Alors, à côté de chez nous, il y avait un centre de soins palliatifs qui a fermé parce qu'ils l'ont déporté ailleurs pour avoir encore plus d'espace. Et on avait fourni le terrain, nous autres, pour ce centre-là, avec une fondation. Alors, ils vont relier les 2 maisons et ça va être pour les enfants et les adolescents, les jeunes handicapés. Alors, on va signer, je peux le dire, là, parce qu'on va signer ces jours-ci, mais nous autres, on veut rester dans le quartier. Alors, soit qu'on achète une maison, parce qu'il y a déjà longtemps, il y a 10 ans, on avait regardé quelle serait la suite, l'avenir de la communauté, et on avait décidé de mettre sur pied un conseil d'administration qui prolongera les œuvres des sœurs, puis le partage avec le milieu. Donc, c'est ce qu'on est en train de regarder. Ah, super. Bravo. Un grand merci. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci.